Et ce soir, Roland Barthes, nous allons essayer avec vous de situer votre rapport au pouvoir, aux manifestations du pouvoir et au langage de pouvoir, j'imagine. Alors je voudrais vous demander d'abord une question très personnelle qui tient à vos affects, à vos émotions. Comment ressentez-vous le pouvoir? Est-ce que le pouvoir vous cause un effroi ou est-ce que le pouvoir, au contraire, vous est indifférent ou même vous séduit? Ah non, j'ai une sensibilité négative, disons, très forte au pouvoir, et donc ce que tout pouvoir m'inspire, c'est immédiatement, comme vous l'avez dit, une sorte de répulsion ou d'effroi. Et je dirais pas seulement le pouvoir dont je sens qu'il pourrait s'exercer sur moi ou contre moi, mais même, à la limite, le pouvoir dont je pourrais imaginer que je suis, dans une faible mesure, la source, me fait aussi peur. Vous êtes donc attentif à des effets de pouvoir aujourd'hui qui sont pas seulement des effets institutionnels et repérables peut-être dans la Oui. cité, mais à d'autres formes de pouvoir. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, ma sensibilité au pouvoir est, disons, assez contradictoire, ce qui est normal pour un phénomène très vaste et très complexe. C'est que j'en ai à la fois une vue minimaliste et maximaliste. C'est-à-dire, tantôt je ne vois le pouvoir que sous son aspect le plus banal du pouvoir politique. Et alors, à ce moment-là, d'une part, je me sens entraîné à réagir contre ce qu'on appelle les excès de pouvoir, notamment sur le plan des droits de l'homme, enfin, ce qui est une attitude partagée par bien d'autres d'entre Oui. nous. Mais en même temps, dans cette conception, disons, minimaliste du pouvoir, c'est-à-dire quand on le réduit au pouvoir politique, je sens que cette opposition est tout de suite minée par des problèmes d'une extrême complication, puisque finalement, on ne combat le pouvoir politique qu'au nom d'un autre pouvoir politique, ne serait-il que virtuel. Et par conséquent, de fil en aiguille, la seule attitude juste du point de vue de la sensibilité par rapport au pouvoir politique, enfin dans ma perspective à moi, serait, disons, en employant le mot dans son sens étymologique, l'anarchisme, c'est-à-dire la non-participation à aucun pouvoir, mais bien sûr, ce qui me retient de l'anarchisme tel qu'on l'entend ordinairement, c'est le problème de la violence. Alors ça, c'est la conception minimaliste, disons, où on définit le pouvoir uniquement par son aspect politique, par sa réalité politique. Mais au fond, et là alors je rejoins ce que vous disiez dans votre question, ce que vous suggériez, à savoir qu'effectivement j'ai une sensibilité, disons, maximale ou maximaliste au pouvoir, c'est-à-dire qu'au fond, je le sens, je le vois un petit peu partout, et notamment, comme vous l'avez suggéré, dans le pouvoir. Toute manifestation de pouvoir me paraît détenir un quantum, un effet de pouvoir, parce que je suis extrêmement sensible au fait que le langage, ou enfin disons la parole humaine, dans sa grammaire, dans sa structure, est toujours assertive. Notamment, ce qui me désorganise ou m'irrite très souvent, c'est dans la parole ce que j'appellerais les assertions de valeur, c'est-à-dire quand des positions de valeur se glissent dans ce qu'on dit. Et ça arrive très souvent, non seulement dans la conversation, mais même souvent dans le journalisme, à la radio, enfin dans le langage commun de tous les jours de la société. Là, je vois le pouvoir, c'est-à-dire si une énonciation est donnée par une position de valeur qui relève comme s'il allait de soi qu'on pense que c'est bien ou que c'est mal, c'est quelque chose qui me sensibilise beaucoup. Je veux dire, énoncer un jugement de valeur devant un fait en sous-entendant qu'il est bien ou qu'il est mal, comme si ça allait de soi que c'est bien ou que c'est mal, est quelque chose qui m'irrite énormément, enfin en profondeur. Et je peux parler de cette irritation, puisqu'au fond, c'est elle qui a mis en mouvement les textes que j'ai faits et que j'ai intitulés Mythologie. Oui. Les mythologies, c'est au fond une sorte d'expression d'une intolérance au ce qui va de soi du langage. Pour prendre des exemples concrets, la façon dont les informations sont données soit dans la presse, soit à la télévision, me choque toujours parce que je ne les trouve jamais assez objectives. Mais est-ce que cette objectivité elle-même ne serait pas
prise dans un ordre du rapport vérité-fausseté qui reconstituerait également un pouvoir dans la mesure où quelqu'un chercherait à dire le vrai. Et j'ai été attentif tout à l'heure au fait que vous ayez dit que chaque fois que l'on veut déconstruire ou refuser certaines manifestations ou certaines essences du pouvoir, on est piégé par le risque de retourner dans une position de pouvoir, ce qui vous met vis-à-vis d'ailleurs des partis ou des groupements doctrinaires dans une attitude aussi très réservée. Oui, c'est-à-dire que ça vraiment s'est posé le problème d'une philosophie de l'histoire. Je suppose qu'elle a été faite dans ce sens-là, mais disons qu'il y a des castes humaines qui ont essayé, par principe et par constitution, de ne pas se mettre dans le circuit du pouvoir. C'est en gros les clercs, la cléricature. Mais bon, l'histoire en tout cas de l'Occident, de notre Occident, montre que la cléricature a été, disons, assez rapidement récupérée par le pouvoir. Et je considère, pour parler un peu paradoxalement, mais que, en ce qui concerne notre histoire, la date qui me paraît la plus importante et celle dont on ne parle jamais, c'est le moment où le christianisme, qui était tout de même à l'origine une religion du non-pouvoir ou du hors-pouvoir, a basculé dans le pouvoir, c'est-à-dire où, historiquement, c'est devenu une religion d'État, c'est-à-dire très exactement en 380. 380 me paraît être l'une des dates les plus importantes de notre histoire. C'est le moment où l'Église s'est organisée. C'est le moment où l'Église s'est organisée, où elle a fait cause commune avec le pouvoir, où elle s'est identifiée plus ou moins au pouvoir et de plus en plus. C'est le moment où les moines ont succédé aux martyrs, où justement, à l'intérieur même de l'Église comme pouvoir, c'est sans cesse reconstitué des petites fractions qui essayaient d'échapper au pouvoir, pas soit les moines, soit certaines formes monastiques, soit certaines formes mystiques, etc. Mais les sectes ou les fragmentations, les effets de fragmentation qui luttent contre un pouvoir central, un pouvoir conquérant, un pouvoir envahissant, elles-mêmes se crispent souvent sur des positions qui sont objectivement d'un pouvoir, mais dont l'intolérance fait passer un langage, de pouvoir. C'est une position intenable dans la durée, c'est pour ça qu'il faut toujours la remettre en cause. Il faut toujours en quelque sorte se désavouer, je dirais, ou se renier, ou abjurer, dans la mesure où très vite, ce qu'on affirme comme se plaçant hors du pouvoir est récupéré d'une certaine façon par un certain pouvoir, soit par le pouvoir majeur de l'État, soit même par le pouvoir du discours, du langage, de la maîtrise. Donc il n'y a pas d'autre issue que de sans cesse se remettre en cause. Et c'est pour ça peut-être alors qu'on sent une sorte d'ironie tendre vis-à-vis de certains, chez vous, vis-à-vis de certaines manifestations, ou certains leurres, ou certains semblants du pouvoir. Vous êtes de ceux, je pense, qui, tout en récusant fondamentalement le pouvoir, exprimaient le moins de fanatisme vis-à-vis du... La seule position éthique qui permet à la rigueur d'échapper au pouvoir, c'est non pas de le combattre, car à ce moment-là on rejoint une position d'anti-pouvoir qui est une position de pouvoir, mais c'est, disons, plus ou moins de tricher le pouvoir. Voilà un peu comment je vois les choses. Est-ce qu'il y a une résistance possible au pouvoir, ou est-ce qu'il s'agit seulement d'abstention, de démission, de recul, de retrait? Ou est-ce qu'il y a une résistance? Comment est-ce qu'elle se combine? Je crois que c'est absolument dialectique, c'est-à-dire il y a des résistances ponctuelles qui sont non seulement possibles, mais même probablement nécessaires, n'est-ce pas? Le tout, c'est d'intervenir ponctuellement et de ne pas constituer un corps de langage, un corps oppositionnel de langage qui devienne à son tour un système de pouvoir langagier, en quelque sorte. Voilà un peu comment je vois les choses. Maintenant, tout cela est très difficile à tenir, bien sûr. Est-ce que vous croyez, face au pouvoir et face aux abus du pouvoir, est-ce que vous croyez à quelque chose comme la nature humaine? Vous parliez tout à l'heure des droits de l'homme, les droits de l'homme imprescriptibles, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la nature humaine qui s'oppose au pouvoir, qui résiste au pouvoir et qui doit être tenue hors d'atteinte? Non, si je pensais qu'il y a une nature humaine par rapport au pouvoir, je dirais qu'il est dans la nature humaine de vouloir le pouvoir. Je crois que, vous savez, saint Augustin distinguait trois libidos, la libido au sens, la libido au sens de saint Augustin, pas au sens freudien, mais la libido sentiendi, disons le désir qui
concerne les sens, la sensualité, la perception, etc. Libido sciendi, libido du savoir, et puis la libido dominandi ou excellendi, qui est la libido du pouvoir. Or, je constate qu'effectivement, disons, une science comme la psychanalyse s'occupe très bien de la libido sentiendi, n'est-ce pas, a un petit peu de la libido sciendi, par des explications par la paranoïa, les rapports de la paranoïa et du savoir, mais la libido dominandi, finalement, personne justement ne la met au compte d'une sorte de nature humaine. Or, c'est ce qui me frappe, si tant est qu'on puisse accepter cette idée. Je crois qu'il y a, au contraire, peut-être chez Freud, dans les derniers textes, dans Malaise dans la civilisation, Oui, l'avenir d'une illusion, oui. il y a, il me semble, une prise en compte de ce désir de pouvoir, Oui. et une prise en compte de cette nature humaine en tant qu'elle désire le pouvoir. Oui, il y a un pessimisme historique, n'est-ce pas, dans le dernier Freud, qui est d'ailleurs mal toléré par la psychanalyse orthodoxe. Et moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est un pessimisme historique qui n'est pas celui de la servitude volontaire au sens de la Boétie ou au sens des idéologues modernes qui s'en réclament et qui nous récitent leurs fables du désir du pouvoir et du prolétariat qui désire le patronat et ainsi de suite. Je crois que la thèse de Malaise dans la civilisation est plus fine parce qu'elle parle de ce désir comme d'un désir fantasmatique. Et ce que dit Freud en fait dans Malaise, c'est que les hommes ne désirent pas le pouvoir comme un objet désirable, comme un objet appréciable, mais que le pouvoir est en quelque sorte une espèce d'hémorragie comme ça de la nature humaine, il emploie le terme, qui s'incarne dans la figure de l'un, dans la figure du prince, dans la figure du maître, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas donc de ce côté-là, du côté de ce pessimisme freudien, une manière de penser cette essence du pouvoir? Oui, je pense, enfin je n'avais pas pensé, mais ça me paraît très juste. La sensibilité au pouvoir ou au non-pouvoir peut aller très loin. Il y a des moments où parfois j'ai l'impression que la réalité elle-même, pour moi, forme un système de pouvoir. C'est-à-dire si je me promène dans la rue, si je vois disons, une sorte de normalité qui s'épanouit dans la façon dont les gens s'assemblent, s'activent, parlent, etc., ce qu'on appelle la réalité, eh bien, tout d'un coup, la réalité me paraît un système de pouvoir qui s'oppose au jaillissement du sujet que je suis. Il y avait une différence dans l'énumération que vous faisiez des pouvoirs et des libidos chez Saint-Augustin entre excellendi et dominandi qui me paraît assez intéressante parce qu'elle travaille peut-être aujourd'hui dans la différence entre un discours de maîtrise et une position que j'appellerais de souveraineté. Ben ça, c'est-à-dire il faudrait revenir à des analyses de type plus linguistique ou plus ou davantage post-linguistique, n'est-ce pas? Ce qui m'intéresse maintenant beaucoup, et je ne suis pas le seul, c'est l'étude du discours, de l'interlocution entre les hommes en tant que mise en jeu de place de parole. N'est-ce pas? Au fond, c'est ça qu'on cherche un peu maintenant, après la linguistique saussurienne, après la linguistique chomskienne, et aidé justement par le travail freudien et lacanien, on s'intéresse maintenant à ce problème des places de parole. Personne ne parle sans assumer, plus ou moins consciemment, une certaine place par rapport à l'autre, sans vouloir cette place, souvent à travers un leurre, et sans imaginer non plus que l'autre aussi a sa place. Enfin, il y a tout un jeu de miroir des places. Alors, malheureusement, la libido excellendi, c'est-à-dire la libido d'être le meilleur, si vous voulez, enfin, comment traduire cela? D'être bien, enfin, d'être... Ça peut être une position aristocratique qui, justement, n'assure pas la vulgarité de l'exercice. Ça ne me choque pas du tout, mais c'est tout de même, finalement, c'est se mettre dans une position, dans une hiérarchie de place et de demande de reconnaissance vis-à-vis de l'autre, ce qui fait que même d'un point de vue nietzschéen, vous parliez de Nietzsche, enfin, je ne connais pas très bien en tant que philosophe, puisque, comme chacun sait, je ne suis pas philosophe, mais je voulais dire que tout de même, il y a, n'est-ce pas, dans Nietzsche, une critique profonde, justement, de la langue. Il parle de la servilité de la langue. La langue est elle-même, en tant que langue, dans un appareil de pouvoir, ce qui fait que finalement, la grande utopie nietzschéenne, enfin celle du surhomme, touche à une espèce de subversion radicale de la langue, soit par l'amen nietzschéen, soit même par cette forme complètement aberrante qu'est la tautologie.
Ou l'aphorisme, alors. Ou alors l'aphorisme. C'est-à-dire un langage discontinu. C'est ça, c'est ça. Ça nous ramène à ce que nous disions sur les fragments et les haïkus. C'est ça. Est-ce que ça vous paraît être le seul mode disons, de fracture du pouvoir? Par rapport à ma pratique, oui, n'est-ce pas? Je n'entends pas du tout que tout le monde devrait se mettre à écrire pour échapper au pouvoir, mais justement, c'est une chose que je voulais dire. N'est-ce pas, quand je dis que je rêve, par exemple, c'est un rêve qui est tout à fait consciemment utopique, n'est-ce pas? Mais quand je rêve d'une information qui serait rigoureusement et radicalement objective, c'est-à-dire qui ne donnerait les faits sans aucun jugement de valeur, sans aucune assertion de valeur dans la forme linguistique elle-même du discours, eh bien, bien sûr, il faut bien reconnaître qu'on est absolument loin du compte, que ça n'existe pas dans la société. C'est à ce moment-là que l'écriture intervient comme une sorte de soupape, de libération, qui permet d'imaginer un langage qui, certes, affirme, qui est dans l'assertion, mais qui n'est pas dans le pouvoir, c'est-à-dire qui décolle l'assertion du pouvoir. Alors là, il faudrait entrer dans des démonstrations peut-être un petit peu techniques, un petit peu jargonesques, disons. Je crois que si l'écriture peut avoir ce rôle libérateur, sans prendre le ton libéral de celui qui ne veut pas se mouiller dans le langage, n'est-ce pas? L'écriture a quelque chose de violent, elle a quelque chose d'affirmatif, et pourtant elle n'est pas, à mon sens, dans le pouvoir, parce que ce qu'elle affirme toujours, l'écriture, contrairement au discours courant, ce qu'elle affirme toujours, ça n'est pas un signifié, ça n'est pas un sens, mais c'est toujours un signifiant, c'est-à-dire un ensemble de traits pulsionnels ou sémantiques qui sont toujours pris dans la polysémie, c'est-à-dire que l'écriture reconnaît de droit la pluralité des sens pour ce qu'elle dit, et c'est en cela qu'elle peut être à la fois affirmative et complètement libératoire. Il faut bien voir que le pouvoir à ce niveau général, enfin social et général, le pouvoir n'apparaît pas forcément dans de pures institutions politiques ou même uniquement dans des chefs. Il apparaît au contraire dans des formes diluées massives d'existence, dans par exemple le langage stéréotypé, dans ce qu'on pourrait appeler la grégarité de la société. C'est là qu'il est, le pouvoir, et c'est là qu'il peut blesser. C'est pour ça que l'egregius ou l'excellent peuvent être une façon de récuser cet effet masse du pouvoir. À une condition, c'est que l'individu souverain dont parle Jean-Marie Benoît et la masse grégaire dont vous parliez ne soient pas les deux figures comme ça symétriques que l'Occident est inventé pour boulonner, resserrer. Ah oui, il y a toujours une possibilité d'élaboration. Et mettre en tenaille cette figure de la maîtrise, c'est ce que je pense. Ça, c'est très possible qu'il y ait là une élaboration de type franchement idéologique. En fait. Et je pense qu'il y a d'ailleurs, puisque vous le citiez tout à l'heure, des textes dans Nietzsche, où Nietzsche montre précisément à propos de la tolérance. Vous savez, il dit qu'il a horreur à la fois de la tolérance et de l'intolérance, et il montre comment l'individu et la masse, comment l'individu et la grégarité sont effectivement les deux figures matricielles de la servitude et de l'esprit plébéien, comme il dit. Donc moi je crois en fait, contrairement au gai savoir de Jean-Marie Benoît, auquel je m'oppose de temps en temps dans les conversations amicales, qu'effectivement on n'en sort pas, en ce sens. Moi je pense qu'on n'en sort pas, mais qu'on y est, mais qu'il y a pas mal de circuits encore pour défaire des positions de maîtrise, par des stratégies de l'hétérogène, d'un splittage de son propre discours, d'une façon souvent partielle ou métonymique, de mettre en jeu tout ce qu'il peut y avoir de monolithique ou d'aspiration à la maîtrise dans l'énonciation. Oui, bien sûr, il y a des possibilités. Il y a aussi l'écriture, il y a la possibilité aussi de démarquer plus ou moins parodiquement, c'est-à-dire en dehors de toute adhésion de foi, des ensembles de pratiques de type oriental, de type zen, par exemple, c'est-à-dire des ensembles de pensées qui ont tout de même beaucoup réfléchi sur le problème du pouvoir et du sujet. Mettre au fond, donner un potlatch de son propre pouvoir, sans aspirer par là à la reconnaissance, mais bien au contraire en menaçant ce pouvoir, c'est peut-être aussi une structure possible de l'énonciation. Oui, de toute manière, c'est toujours le problème, en tout cas pour nous actuellement en Occident, c'est d'empêcher que notre discours ne prenne, au sens où on dit qu'une mayonnaise ou qu'une crème prend. Voilà. Alors, autrement dit, si je vous comprends bien, le vrai problème pour vous, enfin la seule issue, mettons, l'issue minimaliste
et en un sens désespérante peut-être, ça n'est pas tellement de résister au pouvoir, ni même de s'opposer au pouvoir, ni d'inventer un autre pouvoir, c'est de corroder le pouvoir partout où on peut. C'est un problème de corrosion. Oui, c'est ça, C'est un exactement. problème de mise en suspens, de corrosion. Oui, oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il m'est très difficile, disons, d'une façon authentique, d'adhérer à des positions arrêtées de type révolutionnaire, par exemple. Mais alors, quelle forme peut prendre ce désir d'époquée permanente et constamment reconduite du pouvoir lorsque, comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Marie, vous deviendrez une institution intellectuelle ou philosophique? Non, mais je n'éviterai jamais d'être pris dans un certain circuit de récupération, n'est-ce pas? À partir du moment où on écrit, ben, on joue le jeu, on veut être publié, on veut être lu, et par conséquent, on est pris effectivement dans un certain circuit de récupération. Ce qu'on écrit peut devenir le sujet d'un concours de CAPES ou d'agrégation. Enfin, je veux dire, on est pris évidemment dans des systèmes de pouvoir. On est cité. On est cité, enfin, il y a... Est-ce qu'il y a toujours une forme d'ironie possible à l'égard de cette forme de pouvoir insidieux? Oui, alors il y a, disons, moi je préférais même un mot presque plus subtil que l'ironie, mais vous me direz que je m'éloigne là vraiment de toute efficacité. Mais je dirais, il est toujours possible d'avoir une forme de sourire, n'est-ce pas? Je substituerai un peu la notion de sourire à la notion d'ironie. Il y a le sourire et il y a tout de même le déplacement à travers les méandres de la mode, c'est-à-dire que la mode, qui est une forme de pouvoir, là où elle prend, ben, il faut arriver à se déplacer, quitte à perdre un peu des bénéfices de sa propre image, vers le démodé, vers l'inactuel. Par exemple, on peut avoir toute une technique de présence intellectuelle au monde qui tout de même travaille sans violence, sans provocation, mais sûrement dans la mise au jour de l'inactuel, de ce que Nietzsche aurait appelé l'intempestif. Comment dit le sourire, c'est être le plus souvent possible là où on ne vous attend pas. Exactement. Et en même temps, ce qui me frappe dans les déplacements, si on voit l'itinéraire que vous avez fait à partir de Critique et Vérité, qui est un livre qui, pour moi, avait beaucoup compté dans la mesure où il rappelait cette polyphonie libératrice de l'écriture. Quand on passe de Critique et Vérité au plaisir du texte, dans votre travail, on s'aperçoit d'un déplacement et vous déjouez un certain nombre d'attentes qui auraient pu être programmées linéairement. Mais en même temps, ce principe jubilatoire du plaisir n'est pas du tout infidèle, je dirais, à ses intuitions premières. Ça qui est... Absolument, d'ailleurs, de toute manière, dans une suite de travaux, j'ose pas dire dans une œuvre, le mot est trop pompeux, n'est-ce pas? Mais dans une suite de livres qui portent maintenant, en ce qui me concerne, sur, je ne sais pas, 25 ou 30 ans, eh bien, il y a des déplacements, il y a des abjurations, comme j'ai dit, des reniements, des circuits, des détours, des redans, mais il y a aussi des obsessions. C'est-à-dire il y a des fixités, il y a des thèmes, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Oui, le problème étant de ne pas jouer ces fixités, ces obsessions dans une position de pouvoir qui se cristalliserait de façon c'est-à-dire les fixités, c'est plutôt aux autres à les voir et à les dire. Voilà comment je vois les choses. La principale obsession étant d'ailleurs l'obsession du déplacement, précisément. Oui, c'était la devise de Benjamin Constant. In constantia, constans. Constant dans l'inconstance. Constant dans l'inconstance. Oui. Voilà. C'est un peu une pirouette, mais enfin, après tout. Est-ce que vous vous intéressez aux problèmes très, très concrets de la politique politicienne, la politique comme elle se passe? C'est-à-dire, j'ai une espèce d'habitude qui vient de mon adolescence. Quand j'étais adolescent, je m'intéressais beaucoup à ce qu'on appelait la politique politicienne française. C'était mon adolescence se situait avant le Front populaire et je connaissais très bien tous les leaders tous les leaders politiques de l'époque. Je lisais un journal qui s'appelait L'Œuvre, qui était un journal radical socialiste anticlérical, un journal de gauche, disons, pour l'époque. J'ai gardé de cette époque-là un certain goût, une certaine curiosité pour effectivement les péripéties de la politique politicienne. Elle ne m'ennuie pas. C'est une chose que je lis volontiers dans le journal. Mais à titre un petit peu romanesque. Ça fonctionne comme une mythologie, petite mythologie. Oui, ou comme une espèce d'expression de ma francité, de mon ancestralité française, du fait qu'en tant que Français, je m'intéresse à la politique française, n'est-ce pas? Mais à cette politique-là.
Il est évident qu'actuellement, selon toute apparence, il serait tout à fait faux de dire que la France est dépolitisée. Elle est au niveau de cette politique politicienne, elle est extrêmement politisée. Elle parle beaucoup de politique. On n'entend que ça. Qui est une façon d'ailleurs probablement de désamorcer les vrais problèmes politiques. Mais en revanche, les rapports de pouvoir et de force, mettons, internationaux, vous ennuient, vous intéressent moins. Alors, c'est-à-dire, j'ai une espèce de vue un petit peu fataliste et immobile de cette dimension planétaire. Alors là, vraiment, je trouve que j'ai la sensation d'avoir le spectacle de la libido dominandi dans toute sa simplicité. Et dans toute son horreur? Oui, dans toute son horreur, mais une horreur tellement fatale que, ma foi, c'est aussi horrible et aussi inéluctable que la mort, je dirais. Oui, ça manque en tout cas ce sourire que vous décriviez comme, disons, remède Absolument. par la mobilité vis-à-vis du pouvoir. Oui. Et est-ce que vous pensez que ce sourire nécessaire et en même temps pratiqué de façon inattendue est le seul remède ou est un remède très efficace pour conjurer cette espèce d'avancée des totalitarismes qui est peut-être le danger de ce qui nous attend maintenant? Bien sûr que non, qu'on ne pourrait pas, bien sûr, enfin, formuler la question comme ça, c'est dire que c'est absolument insuffisant. Il y a un problème, je dirais, d'éthique politique dans le travail qu'un intellectuel ou qu'un écrivain fait, c'est-à-dire à même son travail, à même sa pratique d'écriture, et c'est de cela que nous avons parlé. Quant à la solidarité de ce sujet-là qui écrit avec le reste des problèmes du monde, alors, comme je l'ai dit, elle peut s'exprimer d'une façon ponctuelle, enfin, au coup par coup, en quelque sorte. Mais sans se cimenter dans une oui, dans une ça serait quelque chose de forcé et d'abusif, à mon avis. Que le sujet intellectuel se confie à lui-même une délégation de pensée politique qui vaudrait pour le monde entier. En tout cas, moi, je suis incapable d'assumer cette délégation. Donc, le langage du militant vous rebute aussi bien. Exactement. En tant qu'il apporte du pouvoir. Exactement.